Bon, bonjour à toutes et à tous. Éric Laurent, effectivement, je suis chef de marché copropriété chez GRDF. Et pour faire très très rapide sur GRDF, c'est le principal gestionnaire de réseau de gaz en France qui distribue donc le gaz à près de 11 millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer et ce, quel que soit le fournisseur d'énergie. Donc ça, c'est vraiment important, hein. GRDF n'est pas un fournisseur d'énergie, on ne vend pas de gaz, on ne vend pas d'électricité non plus, hein, bien sûr, on ne vend pas de gaz, et on ne fait pas de travaux. On parlera de conversion fuel-gaz, par exemple, hein, de chaufferie qui pourrait passer du fuel au gaz. Et dans ce cadre-là, GRDF va intervenir pour raccorder l'immeuble sur le réseau de distribution du gaz, mais ne fera pas de travaux dans les chaufferies. Voilà, donc GRDF agit dans le cadre de missions de service public et on entretient le réseau de gaz pour le compte des communes, des collectivités à qui appartient le réseau de gaz. Ça, c'est un élément très important, hein, c'est que ce réseau de gaz, il appartient aux concitoyens. Il a été financé par les concitoyens tout au long de la création de ce réseau. Et donc, il est important d'avoir cette vision d'un réseau qui est bien entretenu et qui appartient aux communes. Et dans le cadre de ces missions, notre mission de service public est définie par un certain nombre d'entités, dont la Commission de régulation de l'énergie, qui nous donne un certain nombre de missions, notamment agir dans le cadre de la transition énergétique, écologique, avec la suppression des installations fuel. On accompagne également les rénovations de chaudières individuelles, notamment en copropriété. Et puis, évidemment, on a une action forte sur le développement du biométhane. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Exactement. Alors, ensuite, on a Luc Altman qui va se présenter également. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Luc Altman, je suis le directeur du développement pour la filiale de formation de Qualitel. Qualitel est une association d'intérêt général qui est dotée, qui a été créée en 1974 par l'État. Et on a deux grandes missions. Première mission, c'est l'information du public sur toute la qualité du logement. Et puis également la promotion de la qualité du résidentiel à travers des certifications et de l'ingénierie auprès des professionnels du monde de l'immobilier et du bâtiment durable. Voilà. Donc, on a plusieurs missions à travers nos trois grandes filiales, même une quatrième maintenant, on est dans le monde numérique. Déjà, premièrement, informer le grand public de la qualité à travers tous ces aspects. Deuxièmement, certifier et évaluer les logements, donc que ce soit sur de la rénovation énergétique, de la rénovation tout court ou de la rénovation énergétique, également de la construction. Former les professionnels, donc former les professionnels, tout type de professionnels, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise. Également former les jeunes talents de demain, les écoles. On intervient auprès des écoles et puis également des copropriétés à travers un dispositif qui s'appelle les copro vertes, où on a été mandaté par l'État pour effectivement parler de ces sujets-là, de rénovation énergétique, de rénovation de Alors, l'éco. Luc, on va en reparler après là. C'est juste Oui, la présentation, donc il ne faut pas dépasser. alors voilà. On Alors, va, voilà, tout simplement, voilà. Donc, c'est l'association, dans le conseil d'administration, il y a des syndicats professionnels, il y a l'État, nous avons également les associations de consommateurs, d'usagers de l'habitat. Et OK. voilà, et je vous en dirai plus tout à l'heure. Exactement. Alors, Laurent Bizot, petite présentation. Bonjour à tous. Je suis entrepreneur du paysage. J'ai une entreprise dans les Hauts-de-Seine et à Paris, et essentiellement avec une clientèle de copropriété. Je connais le sujet. J'ai une deuxième casquette, effectivement, qui est je suis président de l'UNEP depuis 3 ans. On représente les entreprises du paysage en France. Pour vous donner trois chiffres, il y a un peu plus de 30 000 entreprises du paysage en France.
On est 110 000 actifs et il y a 90 000 salariés. Le marché de la copropriété est sur ce qu'on appelle, nous, les marchés privés, c'est-à-dire qu'on les met avec le marché de la promotion immobilière, et ça représente environ 25% de notre chiffre d'affaires de notre profession, et on fait un chiffre d'affaires d'environ 6,5 milliards d'euros en espace vert. Donc, c'est quand même assez conséquent. À l'UNEP, pour faire rapide, on a 3 grandes actions. On est là pour structurer notre secteur. Comme vous le disiez tout à l'heure, Isabelle, on est la seule organisation professionnelle reconnue par l'État, ce qui fait que c'est nous qui menons toutes les négociations paritaires de la branche et les négociations sociales, la convention collective, les salaires, etc. Et c'est nous qui également menons tout ce qui est référentiel des formations auprès des écoles et avec le travail au sein du ministère de l'Agriculture. Et notre deuxième grande action, c'est de promouvoir les bienfaits des espaces verts et des métiers et des compétences des entreprises. Donc, à travers tout le grand public, à travers les réseaux sociaux, on mène, juste pour information, un observatoire des villes vertes et on fait très régulièrement un palmarès des villes vertes. Et puis enfin, on est là aussi pour aider nos adhérents au quotidien dans leur fonctionnement et dans leur vie de chef d'entreprise. Ok, voilà en résumé. C'est parfait, on est bien content que vous soyez avec nous parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions. En tout cas, moi, j'en ai plein. Voilà. Alors, peut-être pour commencer un petit peu à dresser la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je vais demander à Éric Laurent, qui a peut-être une vision un peu globale de ce qui se passe et des enjeux liés à la lutte contre le réchauffement climatique, puisque finalement, la copro verte, ça répond en partie à ce problème-là qui est d'un changement du climat et peut-être aussi de faire respirer nos villes et peut-être aussi de trouver d'autres solutions pour se chauffer si on a beaucoup plus froid ou pour se rafraîchir si on a beaucoup trop chaud. Voilà. Alors, Éric, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Je vais partager quelques éléments peut-être. Alors, juste pour redresser un petit peu, voir un petit peu de quoi on parle lorsqu'on parle de réchauffement ou plutôt de dérèglement climatique. On a pu le constater il y a quelques jours encore, on a pu atteindre des températures qui étaient quand même très, très au-dessus des normales de saison. Et donc, l'objectif de la France et d'Europe et bien d'autres pays dans le monde, c'est de limiter le réchauffement climatique. Ça, ce sont les accords de Paris, de quelque chose d'un petit peu macro, qui essaie de faire en sorte qu'on maîtrise, on arrive à ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation de réchauffement climatique, avec une préférence même d'ailleurs à 1,5 degré. Le but est simple, c'est de faire en sorte que la Terre, en tout cas, reste un endroit où on peut vivre et dans lesquels on essaye de minimiser tous les impacts qui pourraient être liés au dérèglement climatique. Je ne veux pas être porteur de mauvaises choses ce soir, mais on sait très bien que derrière ces dérèglements climatiques, on peut imaginer une augmentation des maladies, des baisses de rendement agricole, potentiellement de problèmes d'accès à l'eau et donc derrière, pourquoi pas aussi des conflits armés, on en vit un en ce moment. Et donc, pour atteindre ces éléments, la France s'est dotée d'un plan assez ambitieux d'objectifs, notamment d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Alors, la neutralité carbone, ça ne veut pas dire on n'émet plus du tout de carbone, mais en tout cas, ce qu'on émet est compensé par ce qui est capté par justement les espaces verts, par plein de choses. Et donc, pour mettre ça en œuvre, la France a mis en place une stratégie nationale bas carbone et qui s'est déclinée au travers de 2 lois récentes, la loi énergie carbone et plus récemment la loi climat résilience,
qui a fixé un certain nombre de priorités, d'objectifs, de réduction de 40% de la consommation d'énergie fossile. Alors, on parle de gaz, donc on va voir qu'on peut parler on va parler d'énergie fossile et on va parler d'énergie renouvelable lorsqu'on parle du gaz. Donc, ce 40%, c'est lié entre 2030 par rapport à une situation de référence de 2012. J'ai noté quelques éléments également pour avoir en tête, l'arrêt de production d'électricité à partir du charbon. Et ça veut dire aussi essayer d'arrêter en tout cas, de ne pas aller en acheter aussi à nos voisins européens, parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un parc électronucléaire qui est quand même en difficulté et pour lequel on a besoin de recourir à de l'électricité qui vient d'Europe et qui est forcément plus carbonée que ce qu'on a l'habitude d'avoir grâce au parc nucléaire en France. Et une des grosses priorités de ces lois-là, c'est la lutte contre les passoires énergétiques. Et ça, on en reviendra peut-être un petit peu dessus, parce que la passoire énergétique, c'est quoi? Ce sont des bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie. Et donc, dans ces passoires énergétiques, on a bien souvent des personnes qui sont en grande précarité. On parle de précarité énergétique parce qu'elles ont des difficultés pour payer leur charge d'énergie. Voilà. Également, dans ces lois, un soutien à la production de biogaz, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et donc, par rapport à ce besoin de limiter en fait notre consommation de carbone, eh bien, il faut un des grands objectifs, c'est de limiter les consommations d'énergie, notamment du parc de logement, puisque c'est une des sources de consommation les plus importantes. Et pour ce faire, une loi climat résilience, alors je vais poursuivre un petit peu, qui va venir essayer de contraindre en tout cas principalement les propriétaires bailleurs dans un premier temps, à faire des travaux d'économie d'énergie et principalement sur donc, ce qu'on va appeler les passoires énergétiques, c'est-à-dire les logements qui sont classés en EFG. Plus vous êtes élevé dans la lettre, plus vous avez un bâtiment qui va consommer beaucoup d'énergie. Et donc, vous voyez qu'à partir de janvier 2025, par exemple, un propriétaire bailleur ne pourra plus mettre en location un logement qui est classé en G, et en 2028, ne pourra plus le faire pour un logement classé en F. Voilà. Donc ça, ce sont des interdictions de mise en location et également, dès ce mois d'août, des interdictions d'augmentation de loyer pour certains logements. Donc il y a vraiment des choses qui sont mises en œuvre par rapport à cette loi climat résilience pour inciter à faire des travaux d'économie d'énergie, notamment avec la mise en place de DPE collectifs, vous le voyez, ou de plans pluriannuels de travaux pour les copropriétés. Alors, Eric, je vais peut-être poser la question à Luc Altman, justement, au vu de ce constat et de cette situation, avec des actions à mener pour pouvoir continuer à louer son bien immobilier et aussi à réaliser certaines économies et pouvoir payer ses charges, tout simplement pour certains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement que les copropriétaires prennent conscience des travaux peut-être qu'ils devraient mettre en œuvre le plus tôt possible pour justement lancer ce qu'on appelle, nous, la massification de la rénovation énergétique, mais essayer de faire ça à grande échelle, parce que là, on est dans des enjeux très importants, avec des chiffres importants. Donc, c'est plus au cas par cas, mais il faut que ça soit une réaction globale, une vision plus générale de cette action de travaux à mener dans les immeubles en copropriété. Alors, comment on peut faire ça ? Oui, effectivement. Donc, à travers les médias, à travers les professionnels, effectivement, on voit et à travers effectivement des dispositifs d'État, on voit que la construction, c'est quand même un acteur important sur la partie bas carbone. C'est là où il faut impérativement réduire les gaz à effet de serre. Donc, alors, ça passe effectivement par des dispositifs. Donc, moi, je vais vous parler plutôt un dispositif d'État qui s'appelle la CoproVerte et qui est de sensibiliser et de former les professionnels, mais également les copropriétaires, les syndics de copropriété. Et donc, à partir de là, voilà,
il y a un dispositif qui est en place et qui va rentrer dans les processus, qui va rentrer dans les choses qui peuvent être juridiques, techniques. Et c'est important voilà, de prendre conscience à travers l'information et la formation. Voilà. D'accord, donc c'est une sensibilisation, c'est une formation, mais on va accompagner quand même ces copropriétaires. On va pas parce que bon, après il faut quand même qu'on les tienne un peu par la main, qu'on leur explique où trouver des financements, comment contacter les bons professionnels, etc. Quoi, c'est notre mission d'intérêt général, effectivement, missionnée par l'État, donc à travers l'éco-provert, de sensibiliser, d'informer et après de les accompagner sur des dispositifs de formation de demi-journée sur différentes rubriques. Donc, nous avons là actuellement 8 rubriques qui vont effectivement tracer toute l'évolution de je réfléchis sur mon projet, comment je le finance, quelles sont les aides disponibles, et puis après, de rentrer effectivement en relation avec des professionnels et puis pouvoir avoir une discussion plus aisée avec les professionnels et puis les attendus de la copropriété. Ok, on va revenir là après un peu plus précisément sur ce dispositif parce que je pense que ça va intéresser certains de nos invités ce soir. Alors peut-être pour faire tourner un petit peu les avis et faire participer un peu tout le monde dans cette table ronde, je vais demander aussi à Laurent Bizot peut-être son point de vue par rapport à ce qui a été évoqué, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui avec le changement climatique et d'autres difficultés par ailleurs, plus conjoncturelles. Comment justement les espaces verts ou peut-être la végétalisation, le verdissement de nos immeubles peut contribuer à modérer les difficultés qu'on rencontre ou peut-être simplement à apporter des bienfaits aux individus que nous sommes tous. Pour moi, en fait, déjà, il faut prendre conscience d'une chose, c'est qu'autrefois, les jardins et le végétal, c'était considéré comme un espace, on va dire, ornemental. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé et le végétal est clairement essentiel à la vie. Donc, on a de toute façon une toute autre approche par rapport au jardin et au végétal. On l'a vu, on l'a tous vu durant la période Covid, la forte demande qu'on a eu tous de se retrouver dans un espace vert. Les copropriétés ont été, le jardin de la copropriété a été envahi, connu et découvert par un certain nombre de copropriétaires qui n'avaient pas l'habitude d'aller dans leur jardin et qui, du coup, ont souhaité y aller. Alors, il y a eu des règles qui avaient été mises en place d'utilisation de ce jardin, mais on a bien vu ça. On a vu ce phénomène aussi de gens qui partaient à la campagne ou autre, mais qui au moins cherchaient absolument d'avoir un espace vert, cherchaient d'avoir un balcon ou une terrasse, hein, parce que ça, on est en pleinement dans le sujet. Les bienfaits des espaces verts, nous, au sein de notre syndicat professionnel, on mène beaucoup d'études par rapport à ça. On a amené très récemment une grosse étude déjà par rapport à la santé. Il est évident que des espaces verts sont un facteur améliorateur de bien-être et de santé. On a vu, je vous donnerai juste 3 chiffres, que par exemple, c'était 30% au moins de douleurs au niveau du dos, que c'était 30% au moins au niveau de l'anxiété, voire même le sujet des migraines, par exemple. Les gens avaient moins de migraines quand ils étaient dans un espace vert. Et puis, c'était aussi vraiment une source de réduction de stress, très clairement. Et les gens ont vraiment besoin de ça. Alors, c'est des incitations à l'activité physique, etc. Après, au niveau des bienfaits des espaces verts au sein d'une copropriété, moi, ce que j'ai toujours ressenti, c'est que les jardins étaient souvent, malheureusement, reconnus comme une charge.
au niveau de la copropriété. Ça veut dire qu'il y avait une ligne, etc., en disant entretien des espaces verts, c'est une charge, etc. Depuis quand même un certain nombre d'années, avant Covid, j'ai quand même constaté que beaucoup de copropriétaires s'étaient approprié le jardin, ne serait-ce que pour avoir un espace à eux. Par exemple, pour certains, avec la réalisation d'un carré potager. Et du coup, on a vraiment, grâce au jardin, trouvé et retrouvé du lien social entre les copropriétaires. Ce jardin-là a vraiment apporté ça. On connaît le sujet de la fête des voisins. La fête des voisins, souvent, quand c'est possible et qu'il ne pleut pas, on se retrouve dans le jardin. Donc, comme quoi c'est un lieu d'espace qui est particulièrement important. Et puis après, alors, au-delà de tout ça et des bienfaits, des espaces verts, il y a effectivement aujourd'hui cette nécessité de végétaliser, entre autres pour répondre à ce problème de réchauffement climatique. Il faut prendre conscience d'une chose, c'est que quand vous prenez une ville, l'espace privé, c'est plus de 70%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communication des villes, du public sur les espaces verts publics, mais en fait, les espaces privés sont largement majoritaires. Donc, ça veut dire que la végétalisation d'une ville passe par les espaces publics, mais passe surtout par les espaces privés. D'où, je dirais, le sujet d'aujourd'hui avec comment on fait pour aller végétaliser une copropriété. Alors, bien évidemment, vous l'imaginez bien que c'est nécessaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Tout à l'heure, vous parliez de terrasse végétalisée. Ben, oui, bien évidemment, parce que ça permet à l'immeuble d'avoir un peu moins froid et d'avoir un peu moins chaud. Je tiens à mettre en avant une chose et à mettre en avant les entreprises du paysage par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, les terrasses végétalisées, quand elles le sont travaillées avec un système extensif de végétalisation. Alors, on va peut-être revenir là-dessus après parce que là, on rentre un peu dans le détail et ça m'intéresse vraiment, mais je préférais qu'on revienne un peu plus tard là-dessus parce que c'est vraiment important. Ça marche. Hein, on arrive sur le cœur du sujet de savoir vraiment quelles sont les actions qu'on peut mener pour réduire la consommation d'énergie, pour avoir un meilleur confort thermique, pour avoir une meilleure qualité de vie dans nos logements. C'est vraiment là, et vous allez vous rejoindre les uns les autres là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est parti un peu dans des voies différentes, mais on va finir par s'y retrouver. Donc Laurent, nous, le sujet, c'est quand même aujourd'hui le gaz. Et on a pu entendre ici ou là certaines idées, fausses idées, je dirais, ou fausses vérités, ou je ne sais pas, qui circulent. Et c'est vrai que bon, il y a peut-être un a priori aussi par rapport au gaz. Est-ce que le gaz et l'énergie qui est la plus économique, qui est la plus écologique, je ne sais pas. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut revenir rapidement, Eric? Écoute, je pense qu'on peut revenir dessus, d'autant qu'on abordera un petit peu plus tard vraiment ce nouveau gaz qui va être dans les réseaux de gaz qu'on appelle le biométhane. Et avant, il faut peut-être effectivement revenir un petit peu sur le gaz. Alors, il y a eu beaucoup d'idées reçues. Il y en a eu d'autres avant. Il y avait beaucoup d'idées reçues sur le gaz avant et ça fait partie des énergies préférées des Français, le gaz. Donc des idées reçues. Alors, je vais représenter. Bah, tu peux remettre. Je t'autorise à remettre ton slide. Merci. Voilà, il est exactement. Donc, voilà, c'est ça. Juste pour illustrer, voilà, oui, ça c'est une campagne de publicité qui a été faite il n'y a pas très longtemps par GRDF et on a lu des choses qui disaient de toute façon le gaz interdit. Alors non, le gaz n'est pas interdit. D'ailleurs, les chaudières gaz très haute performance énergétique permettent toujours d'accéder à certaines aides à la rénovation.
Il y a effectivement, dans le cadre de la réglementation environnementale, donc la réglementation pour le logement neuf, des contraintes assez fortes en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais le gaz n'est pas interdit. Il y a des solutions techniques, notamment des solutions hybrides entre des pompes à chaleur, électricité associées à des chaudières gaz qui permettent de jouer sur le meilleur des deux énergies qui permettent de répondre aux enjeux dans le neuf et dans l'existant, aucune contre-indication. On a en revanche, et j'en parle un petit peu plus tard, une réglementation qui va interdire le remplacement des chaudières fuel par une chaudière fuel à partir du 1er juillet, et j'entrerai dans le détail s'il y a des questions sur ce sujet. En France, on se chauffe au gaz russe. Alors évidemment, c'est une vraie question aujourd'hui, puisque compte tenu du contexte. Juste pour redonner quelques éléments, aujourd'hui en France, 50% du gaz vient d'Europe, quand on regarde sur une saison. Aujourd'hui, même beaucoup plus, puisque l'approvisionnement en Russie a fortement baissé ces derniers temps. Et quand on regarde une année pleine, l'approvisionnement en Russie est de 17%. La France a toujours eu, par le passé, un approvisionnement assez équilibré entre ces différents fournisseurs de gaz. Voilà, le gaz n'a plus sa place dans le monde de demain. Là encore, on est sur quelque chose qui peut ressembler à une fake news, puisque on en parlera tout à l'heure. On a une énergie gaz qui est en train de se développer, qui est un gaz renouvelable, local et stockable, et qui va contribuer à un équilibre du mix énergétique. Là aussi, je dirais ce qu'on entend par mix énergétique. Et oui, le gaz est une énergie fossile dans sa version naturelle, mais on va bien aller vers une production de plus en plus verte de ce gaz. Voilà, produit à partir de déchets organiques, mais là aussi, je prévois de vous en parler un petit peu après. D'accord. Donc, pour répondre à la question, le gaz a-t-il un avenir? Donc, c'est oui. Alors, oui, pour l'illustrer, juste, ça faisait partie pour illustrer un petit peu plus ce que j'ai dit précédemment, on a un mix énergétique en France qui a besoin d'être équilibré, puisqu'on a une consommation d'énergie au long de l'année. Vous voyez, là, on a vraiment toutes les consommations d'énergie de avril à mars. On a une consommation d'énergie qui a forcément un pic très, très fort en hiver, puisque nous avons des consommations qui sont très thermosensibles, c'est-à-dire que, alors pour le moment, parce qu'on consomme peut-être un peu moins de climatisation, il faut espérer qu'on n'aille pas trop dans cette voie-là, mais en tout cas, aujourd'hui, on a un pic hivernal qui fait qu'on va consommer 5 fois plus d'énergie l'hiver que l'été. Et donc, on n'a pas aucune source d'énergie aujourd'hui n'est en mesure de pouvoir répondre à ce pic d'énergie, si ce n'est d'avoir une énergie que l'on peut stocker. Et le gaz, notamment, répond à cet objectif. Vous voyez qu'en plein hiver, on a 90 gigawatts qui sont fournis par le réseau électrique et 125 gigawatts par le réseau de gaz, alors soit au travers de l'énergie thermique, soit au travers d'électricité produite à partir de gaz. Et donc, on a vraiment besoin de cette complémentarité des énergies électriques. Voilà, donc ça c'est important pour ceux qui veulent supprimer leur chaudière au gaz pour installer des radiateurs électriques dans tous les logements. Bon, c'est peut-être pas la bonne idée. Voilà, donc pensez au mix énergétique, c'est-à-dire vous pouvez avoir un petit radiateur d'appoint chez vous, mais avec une belle chaudière au gaz, et ça peut le faire. Voilà, donc il faut travailler le sujet, il ne faut pas être radical non plus, et n'ayez pas peur, le gaz va aussi se verdir, et ça, on va en parler un petit peu après. Alors, donc je voudrais que Luc revienne un petit peu sur le programme. Et peut-être aussi le programme l'éco-proverbe, et peut-être aussi les idées, parce qu'il y a des fausses idées pour le gaz, mais il y a aussi des fausses idées pour la rénovation énergétique. Donc, peut-être qu'il y a des idées aussi qu'il faudrait combattre, et c'est peut-être aussi ça, cette idée de former et de sensibiliser, parce que peut-être qu'on a des a priori et on imagine des choses sur le coût des travaux, sur l'amortissement des travaux, sur l'intérêt de ces travaux. Et peut-être que voilà, il y a façon et façon d'envisager les choses. Alors, Luc. Je vais passer les slides assez rapidement sur
Voilà. Simplement, vous rappelez un peu le dispositif. Donc, l'éco-ProVert, c'est un dispositif c'est une commande publique. Cette commande publique, donc, portant sur tout ce qu'on vient d'expliquer. Évidemment, il faut trouver des solutions. Les solutions passent par l'information et la formation. Ça, c'est important. Les professionnels, mais également les copropriétaires. Ce dispositif donc, a été remporté par deux organisations. Première organisation, c'est la Fédération nationale de l'immobilier, donc FNAIM, qui a effectivement œuvré à travers le dispositif professionnel, et l'association Qualitel, à travers sa mission d'intérêt général, effectivement, d'aller plutôt former le public, les copropriétaires, le conseil syndical. Bon, c'est un mouvement citoyen, puisque l'État avait mis en place en démarrage, donc en fin d'année 2019, une communication grand public. Nous les avons accompagnés également. Et puis également, voilà, donc l'idée, c'était effectivement, l'idée, c'est qu'on soit tous mobilisés à travers tous les acteurs, les donneurs d'ordre comme donc maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises, évidemment. Rapidement, je vous l'ai dit, donc le dispositif a été porté par la FNAIM auprès des professionnels à travers un dispositif et à travers l'école, le SI. Ça, la FNAIM vous en parlera plus particulièrement. Et puis, nous, pour Qualitel Formation, voilà, donc l'action, il y avait deux grandes actions. Donc, ce sont des formations qui sont gratuites, qui sont à travers des outils modernes, numériques, à travers de la formation digitale, donc à travers un MOOC et de SPOC. L'idée, c'est effectivement de mettre à disposition des particuliers donc une connaissance et une compréhension des travaux en copropriété et surtout de l'éco-rénovation. Également mise en place donc du présentiel, des classes virtuelles pour à travers les différentes villes, différentes aides et associations. On a beaucoup travaillé avec les ADIL sur ces sujets-là. Vous retrouvez donc toute la formation, elle est ouverte, elle est sur coproverte.fr. Et alors, très rapidement, voilà. Alors, les mots qui sont toujours actifs, on peut s'inscrire, il n'y a pas de date limite pour s'inscrire. Non, voilà, c'est permanent. Voilà, c'est permanent, effectivement. Okay. Il y a différents degrés, donc il y a l'information, la formation, puis aller un peu plus après dans le détail avec les huit formations présentielles ou classes virtuelles, où là, effectivement, ce sont des sessions de 3 heures animées par des professionnels, donc des architectes, des spécialistes des juridiques, par exemple, et puis on va traiter un thème. Voilà. L'idée alors là, on est dans la pédagogie. L'idée, effectivement, d'avoir ces dispositifs en synchrone, asynchrone. Donc, on est chez soi, on peut travailler, on peut regarder ces modules comme on le souhaite, à l'heure qu'on le souhaite. Et puis, l'intérêt, effectivement, d'être après en classe virtuelle ou en présentiel, c'est d'être en face à face avec un professionnel qui va bien expliquer en détail et qui va pouvoir répondre à des questions qui sont propres à sa copropriété, par exemple. Voilà. Alors, Luc, je voudrais demander à ceux qui sont là ce soir si ils avaient connaissance de ce programme l'éco-ProVert, si ils ont peut-être assisté à une formation en ligne ou une conférence. Bon, alors en présentiel, c'était avant la Covid, mais bon, voilà. Est-ce que vous connaissiez l'éco-ProVert? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et dites-le moi dans le chat, voilà, pendant que Luc continue sa présentation. Voilà, donc là, vous me posiez la question tout à l'heure, pourquoi se former, c'était un peu moi, je suis assez orienté sur la formation, hein, vous l'avez compris. Voilà, donc se former, effectivement, je vous ai répondu tout à l'heure, hein, ça va porter sur pas mal de choses. Aujourd'hui, il y a une difficulté à comprendre effectivement pourquoi il faut rénover, comment trouver les aides, les financements.
Et puis également avoir un discours, un langage avec des professionnels voilà, qui pratiquent toute la journée. Et effectivement, bon, je prends un exemple, hein, si on parle d'ITI ou d'ITE, voilà, ça vous donne un peu la compréhension technique des choses pour pouvoir échanger donc, avec son syndic ou l'entreprise qui va faire les travaux. Ok, d'accord. Donc, alors là, ça, c'est des exemples de modules, hein, c'est ça? Alors, voilà, sur le site, très rapidement, vous allez sur le site, vous avez différents modules qui existent à travers les Alors, questions qu'on est-ce peut qu'il se y a poser. un module justement pour rendre sa copropriété plus verte? Est-ce qu'il y a quelque chose dans... Non, peut-être pas. Alors, spécifiquement, en fait, le bas carbone est traité à travers tout le dispositif. Simplement, effectivement, on va traiter, et ça, mes confrères, donc effectivement, l'ont évoqué tout à l'heure. Hein, on doit traiter l'énergie, on doit traiter le bas carbone, et tout ça, effectivement, est expliqué à travers des processus et des choses à mettre en place. Voilà. Les aides sont aussi souvent prises en compte en fonction des matériaux utilisés par les entreprises. Voilà. Donc, on explique tout ça. Alors, je vais très rapidement, voilà, ce qu'on peut avoir comme type Mhm. de De format en formation. e-learning. Voilà, donc on a les aides, on peut avoir des témoignages également hein, d'experts. Et puis également, hop, on passe sur la slide numéro 2, donc la saison 2, on va pouvoir trouver effectivement des questions sur le bénéfice, l'intérêt de Mhm. rénover. Donc on répond aux D'accord. questions. Mhm. Voilà. Savoir qu'effectivement, et ça, les syndics le vivent tous les jours, et les copropriétés aussi, hein, c'est vrai que lorsqu'on a tous un domaine d'expertise, et effectivement, lorsqu'on est confronté à rénover sa copropriété, ça peut poser beaucoup de questions. Voilà. Donc, on va Ok. répondre à pas mal de questions techniques, juridiques, les aides, le financier, et puis les processus divers et variés qu'on peut avoir à travers tous les métiers autour de la rénovation d'une copropriété. Voilà, vous voyez, c'est assez large, hein, donc il y a quand même pas Alors, on mal. va peut-être pas tout regarder parce que je pense que Oui, nos invités iront voir sur le site. Il sur y a le beaucoup de site. modules et il y a beaucoup de saisons et voilà. Donc, Voilà, c'est sûr qu'on va peut-être pas détailler tout, hein. On pourra pas. Bon, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu l'objectif visé, le type le type de formation et d'accompagnement qu'on peut obtenir et tout ça gratuitement en ligne quand on le souhaite de chez soi, à sa mesure, en prenant le temps, en y revenant. voilà, c'est Voilà, important de c'est prendre le temps. vraiment très, très important. Donc, on va revenir là-dessus après, mais je voudrais quand même que tout le monde ait un peu le temps de Oui, s'exprimer ce soir et surtout qu'on a la chance d'avoir Laurent Bizot avec nous. Donc, je voudrais en profiter un petit peu aussi pour que peut-être il nous explique un petit peu en matière de végétalisation de sa copropriété. Il a commencé à aborder un sujet qui me tient à cœur. Mais bon, on a parlé du toit terrasse, mais on a aussi les murs, on a aussi les cours. Alors, quand on est un copropriétaire, qu'on veut végétaliser sa copropriété et qu'on ne sait pas forcément ce qu'on peut faire et par quoi commencer, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour, il faut bien démarrer par quelque chose. Donc, qu'est-ce qui serait le plus simple déjà? Ben, écoutez, déjà, dans une copropriété, il y a l'existant, il y a un jardin où il n'y en a pas, puisque Mhm. toutes les copropriétés, vous le savez aussi bien que moi, n'ont pas forcément de jardin ni d'espace vert. C'est pour ça qu'après, on travaille, on s'interroge là où on peut créer des zones vertes sur le bâti. Il y a parfois des villes qui donnent des permis de végétaliser Mhm. sur des pieds de bâtiments, qui donnent la possibilité aux copropriétaires de s'attribuer ces zones-là, de les créer et de les entretenir. Vous pouvez parfaitement avoir aussi ce qu'on appelle des interstices, c'est-à-dire souvent entre deux immeubles, il y a des zones qui sont en friche, qui sont un peu inoccupées. Ça, c'est des zones où on peut parfaitement s'approprier et justement les revégétaliser.
Après, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a le sujet de la végétalisation des façades d'immeubles. Je dirais que sur ce sujet-là, c'est quand même on va dire que c'est assez compliqué à mettre en œuvre et à entretenir. Donc à aujourd'hui, ça reste, vous le voyez bien, ça reste sur certains bâtiments plus au niveau de la communication. On connaît tous le musée du Quai Branly, qui est végétalisé, mais qui a eu ses problèmes de création et d'entretien. Ce que bien évidemment je mets beaucoup en avant, c'est bien sûr la végétalisation des terrasses, et avec pas que la possibilité d'avoir une réflexion par rapport à l'énergie, mais c'est aussi, ça peut permettre aussi la possibilité de réaliser un jardin sur une terrasse. Donc, ça veut dire avec ce que l'on appelle des réalisations de culture intensives ou semi-intensives. Donc ça, les professionnels du paysage sont parfaitement capables de mettre ça en avant. Et surtout dans des copropriétés où vous avez deux immeubles avec deux hauteurs différentes et avec des copropriétaires qui ont une vue sur ce toit terrasse, bien évidemment, si en plus des bienfaits énergétiques, ils ont un jardin à leur disposition, ils ont une vision sur un beau jardin, c'est d'autant plus intéressant. Je rajouterai une chose, Alors, c'est que... Laurent, juste parce qu'on a une petite question de Leslie qui nous Ouais. dit que sa copropriété doit réaliser son ravalement. Hein, ils ont eu une injonction. Et elle voudrait bien sûr réaliser la rénovation thermique du bâtiment, mais elle pensait au toit de l'immeuble. Et elle se demandait si on ne pouvait pas faire quelque chose, sachant que son immeuble date de 1910, mais que ce n'est pas un haussmannien. Donc c'est vrai que quand on pense rénovation globale, on se dit on peut peut-être à revoir l'étanchéité du toit terrasse et peut-être recouvrir ça d'une végétation. C'est peut-être le moment de le faire si déjà on reprend tout et tout est traité d'un coup. Voilà. Est-ce que y a des immeubles pour lesquels c'est pas possible? Est-ce que y a peut-être des choses un peu plus techniques aussi à savoir? Ça dépend peut-être aussi de la pente du toit et de la configuration de l'immeuble, j'imagine. On va dire que tout immeuble, c'est possible d'aller végétaliser une terrasse d'immeuble. Après, bien sûr, il y a des contraintes techniques. Si il y a des problèmes d'étanchéité, il est clair qu'il faut régler ces problèmes d'étanchéité d'abord et après végétaliser son toit. Mais on a la possibilité partout, de toute façon, de végétaliser une toiture. Il y avait, ne serait-ce que, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par des jardinières ou des bacs qui ont été mis un peu en hauteur, qui ont été mis sur des toits de terrasse. Et moi, j'ai vu des copropriétés où, par exemple, ils allaient faire des carrés potagers sur ces toits de terrasse. Ça a commencé un peu comme ça avant la réalisation, on va dire, complète d'un jardin. Mais tout est possible. La seule chose où j'attire votre attention, c'est que le mieux, c'est qu'il y ait un allotissement par rapport à ces travaux. Ça veut dire qu'il y ait un lot qui soit réservé à l'étanchéité et un lot qui soit réservé aux entreprises du paysage, en coordination avec un architecte et un architecte paysagiste, parce que si vous voulez avoir une expertise et avoir la réalisation véritablement d'un jardin, il faut que ce projet-là soit alloti. Et ça, c'est important, parce que malheureusement, aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'il y a une méconnaissance de notre métier par rapport à ce sujet-là. Et les architectes, malheureusement, ont tendance à s'orienter vers les étanchéistes pour réaliser le sujet du verre. D'accord. Alors, il faut que ça soit une collaboration
peut-être entre différents experts, différents métiers. Avec donc, moi, tout le monde. voilà, moi je verrai. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus, donc je vous invite tous. Je l'ai posté tout à l'heure, donc maintenant j'en sais un peu plus sur le sujet, mais je voulais aussi me tenir au courant. Je me suis dit que ça pourrait intéresser nos participants sur les toitures végétalisées. Et je pense effectivement que beaucoup de sujets interviennent et c'est quand même assez délicat. Il ne s'agirait pas d'endommager le bâti. Donc, effectivement, il y a le sujet de l'étanchéité, il y a le sujet du poids aussi que ça représente, etc. Donc, il y a peut-être des calculs à faire aussi, à voir la faisabilité et par rapport à la configuration de l'immeuble. Et puis, bien sûr, le paysagiste qui, lui, va conseiller sur les essences de plantes, sur l'aménagement, sur peut-être les types de plantes qu'on peut mettre ou pas. Et puis aussi, il y a tout le côté entretien et irrigation qui n'est pas négligeable puisque il faut quand même pour certains types de plantations, intervenir assez régulièrement et parfois la pluie ne suffit pas. Et il ne faudrait pas quand même avoir à remplacer toutes les plantes tout le temps, quoi. Donc, ça ne serait pas sympa. J'aimerais, si vous le permettez, rajouter un point qui est pour moi important. Tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir où est-ce qu'on met du verre dans une copropriété. Donc, Oui. je vous ai évoqué pas mal de sujets. Tout à l'heure a été évoquée la loi climat et résilience. Sachez que nous nous sommes raccrochés à cette loi climat et résilience qui va obliger dans les mois et années à venir, dans les zones, dans un premier temps, dans les zones, on va dire, commerciales, à végétaliser les parkings. Je pense que dans les copropriétés, on peut dès maintenant avoir une réflexion par rapport à ça. Alors, je parle bien évidemment de parking aérien, dans un premier temps. On pourra parler d'autres choses. Sinon, on peut toujours essayer de planter de cultiver des champignons, voilà, des endives. Mais dans une copropriété, déjà, le promoteur devrait, dans les années à venir, s'emparer du sujet. Et après, quand il y aura des sujets de rénovation de parking dans les copropriétés, s'interroger sur végétaliser ces emplacements de parking. Parce que on a des sujets, ne serait-ce que les récupérations d'eau au niveau des toitures, cette eau peut parfaitement aller arroser nos parkings et avec les espaces végétalisés. Il ne faut pas oublier que en gros, un architecte cherche à se protéger de l'eau et nous, on cherche à récupérer l'eau, à détourner l'eau pour l'amener vers nos espaces verts. Donc, ça c'est ce qui fait la différence. Et au niveau des parkings, là, ce sera dans les années à venir des vraies zones où on pourra créer du verre dans les copropriétés, avec en plus le sujet de mettre des ombrières. Eh ben, c'est parfait. Donc, il y a encore d'autres sujets. Je n'ai pas fini mes questions, Laurent, mais on reviendra déjà. Bon, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit déjà, alors oui, justement, on a une question. Est-ce que l'espace vert est pris en compte dans le classement gaz à effet de serre du fait de sa consommation CO2? Si oui, quels critères? Alors, je ne sais pas, c'est quoi ce classement Je ne sais pas. Et la bon. question veut certainement dire quels sont les bienfaits des espaces verts et des arbres. Est-ce que dans les économies d'énergie peut-être, c'est ça? Est-ce que ça rentre en ligne de compte du fait de la réduction du gaz à effet de serre? Notre communication, c'est ce que l'on met en avant, la végétalisation, le sujet de la plantation des arbres. Je vais vous donner, puisque vous me parlez de ça, un chiffre. Sachez qu'un arbre peut perdre 450 litres d'eau par jour, ce qui correspond au fonctionnement de 5 climatiseurs sur 24 heures. Donc, ça veut dire que des arbres peuvent avoir, on sait le sujet d'un climatiseur qui consomme de l'énergie. Un arbre, bien évidemment un arbre à taille adulte, je ne suis pas en train de vous parler d'un arbre que l'on vient de planter, un arbre joue son effet de capteur de carbone, rejette de l'eau, et donc ça a un effet forcément extrêmement bénéfique par rapport à ça.
Oui, ça rafraîchit un petit peu les villes hein, Ah quand on est en bah, surchauffe. D'abord, ça fait on de l'ombre. descend de Hein, plusieurs, on descend de déjà, plusieurs degrés. c'est un premier effet, ça fait de l'ombre, ça c'est pas négligeable. Et puis Oui. ensuite, oui, c'est vrai, avec l'évaporation, ben, ça rafraîchit l'atmosphère et ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper les arbres. Je lance un, comment dire, Un appel. un appel à la ville de Paris. Ne coupez pas les arbres. Voilà. Alors, Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire encore peut-être sur le. Alors, sur le mix énergétique, tu nous en as parlé, mais pas un petit peu. Peut-être quand même Peut-être sur rentrer dans le vif du sujet, hein, sur le biométhane, puisque je vois l'heure qui passe. Voilà, exactement. Et comme on n'a pas énormément de temps non plus, Très bien. peut-être nous donner peut-être tout de suite les grandes lignes du gaz vert. Oui. En quoi, bah voilà, on parle de ça, c'est un peu générique, tout le monde parle de ça, mais qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste? On est effectivement dans un sujet assez compliqué en raison de la crise et puis de la relance économique du Covid avant. Donc, on a des prix des énergies qui sont assez élevés hein, et qui sont très chamboulés. C'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour l'électricité. Et c'est une raison complémentaire hein, pour engager des travaux de rénovation énergétique, isoler mieux son bâtiment, comme le disait Luc Altman, et puis travailler aussi sur les systèmes. Et puis, il y a une autre voie aussi, hein, qui est la fourniture d'énergie verte. Et donc, je vous parlais de biométhane, c'est un gaz vert. Et l'avantage de ce gaz vert, c'est que alors, pourquoi il est vert? Alors, il est vert parce qu'il n'est pas fossile. Et l'avantage de ce gaz, c'est que c'est du méthane. C'est exactement le même que le gaz qui est utilisé dans le réseau de gaz actuel entretenu par GRDF. Et donc, il ne nécessite pas d'avoir à changer sa chaudière, par exemple. Donc, c'est quoi le biométhane? En fait, c'est tout simplement un gaz qui est issu de la fermentation de biodéchets, ce qu'on appelle les intrants, hein, c'est ce qui vont rentrer dans cette espèce de digesteur. Alors, j'ai pas mis de photo, mais vous imaginez un cylindre recouvert d'une grosse bâche verte et qui va fonctionner un petit peu comme fonctionnerait un estomac, enfin, ou en tout cas le système digestif d'une vache, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer à l'intérieur des biodéchets et au sein de ce digesteur, on va produire du méthane. Et Donc, c'est la fermentation, c'est ça la qui. Hein. fermentation, tout à fait. Et donc, ce méthane, donc, qu'on appelle biométhane, puisqu'il est issu de la récupération de déchets, va être injecté après épuration et après odorisation directement dans le réseau de gaz géré par GRDF et va permettre d'aller alimenter tous les usages que l'on connaît aujourd'hui. Hein. Encore une fois, pas de modification, que ce soit pour la production d'eau chaude, de chauffage, pour la cuisson, hein, sur sa plaque de cuisson, ou bien encore sur la mobilité, puisqu'on a des bus de ville qui fonctionnent au biogaz. On a des bennes à ordures ménagères qui fonctionnent au biogaz et demain, voilà, des poids lourds qui pourront également fonctionner au biogaz. Et donc, juste un petit focus sur ces intrants. Hein, on va avoir des biodéchets qui vont venir soit directement de résidus de l'agriculture, soit d'industrie agroalimentaire. Donc, la majorité des méthaniseurs sont des méthaniseurs qui sont gérés par des agriculteurs qui voient un complément de revenus et qui voient aussi la possibilité de récupérer à la sortie du digesteur ce qu'on appelle du digesteur. En fait, c'est le résidu, c'est un résidu sous forme liquide. Et ce digestat va pouvoir être épandu dans les champs et venir finalement se substituer aux engrais minéraux habituellement mis dans les champs. Donc, c'est un double avantage. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, c'est un petit peu coupé. J'ai un Bon, petit mais il y a une message. petite latence, mais ça va, tout va bien. D'accord, j'ai un petit message d'alerte. Donc, Oui. voilà. Et puis, d'autres déchets qui peuvent être mis dans d'autres digesteurs, qui sont les déchets des collectivités, hein, vos propres déchets d'épluchure qui bientôt seront collectés par les collectivités, qui pourront aller alimenter des méthaniseurs et puis les bouts de stations d'épuration. Et donc, ce
ce gaz vert, il est en fort développement depuis début 2014. Hein. On voit les petits points en décembre 2017, 2021, 2022. Aujourd'hui, ce sont 515 méthaniseurs qui injectent déjà du gaz dans le réseau. On a certaines régions qui ont des taux de production de gaz vert qui sont assez importants par rapport à leur région. Alors, désolé, j'ai un petit décalage d'injection. C'est parce que on a à peu près 8 à 9 méthaniseurs qui sont installés par semaine en France, donc ça bouge assez vite. Et on a dans la liste des projets de raccordement plus de 1000 projets qui devraient également arriver dans les années à venir. Voilà. Alors, il y a un objectif qui est fixé de développement dans les années à venir Alors, c'est une bonne question. L'objectif, il est fixé par la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe d'atteindre en 2030 20% de gaz vert. Et chez GRDF, l'ambition, c'est qu'en 2030, on soit à 30% de gaz vert avec des scénarios qui amènent la possibilité d'avoir 100% de gaz vert dans les réseaux à 2050. On a un certain nombre de scénarios, celui de l'ADEME, d'autres scénarios qui montrent qu'on a du potentiel à travers du biométhane, mais également d'autres gaz verts qui vont aussi arriver. On va parler de pyrogazéification, de méthanation, mais également d'hydrogène vert, puisque aujourd'hui on parle beaucoup d'hydrogène. Et cet hydrogène, mais qui sera vert lorsqu'il sera produit avec de l'énergie renouvelable, cet hydrogène vert pourra aussi être véhiculé dans le réseau de gaz de GRDF. C'est encore une fois un réseau de gaz qui existe et qui peut être utilisé pour transporter cette énergie verte. D'accord. Donc là, on comprend un petit peu mieux les enjeux. Et ça, c'est simplement au niveau des copropriétés de choisir son énergie. C'est ça. Alors tout à fait, je vais venir juste pour essayer d'aller donner encore voilà, pourquoi ce biométhane il a vraiment beaucoup de sens. En tout cas, ce gaz vert, il a beaucoup de sens. On a, en fonction de l'énergie qu'on utilise, un facteur d'émission d'équivalent CO2, de gaz à effet de serre. Donc, le gaz naturel, celui qui est majoritaire aujourd'hui dans le réseau de gaz, est à 227 grammes de CO2, d'équivalent CO2 par mégawattheure. Le biométhane dans la base carbone de l'ADEME aujourd'hui, c'est 5 fois moins, c'est 44 grammes. Et puis, on sait, en utilisant d'autres méthodes, que, en fait, la quantité réelle qui pourrait être prise en compte dans les calculs qui sont faits, on pourrait être à 10 fois moins, puisque lorsqu'on va produire du biométhane, on va éviter un certain nombre d'émissions, je pense notamment aux biodéchets. Ceux-là ne vont plus émettre de CO2 puisqu'ils vont être mis dans le méthaniseur. Et donc, on a une étude qui montre que le vrai poids carbone du biométhane pourrait être de 23 grammes, donc 10 fois moins que le gaz naturel. Voilà. Okay. Et alors, pour répondre à ta question, du coup, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans le réseau de gaz, différencier une molécule de gaz naturel et une molécule de gaz vert. Ça, c'est évident. Et donc, la France a mis en place un mécanisme qu'on appelle le mécanisme des garanties d'origine, qui permet d'assurer la traçabilité et d'assurer au consommateur qui va faire le choix de consommer du gaz vert que lorsqu'il consomme 1 mégawattheure au niveau de sa table de cuisson, au niveau de son chauffage, eh bien, ce mégawattheure est également injecté dans le réseau. Alors, ce n'est pas tout à fait la même molécule qui va être brûlée, peut-être, mais en tout cas, il s'assure qu'au travers de son contrat et au travers des contrats de garantie d'origine, il a bien consommé l'équivalent de gaz vert qui a été injecté. Et donc, pour pouvoir un propriétaire ou un copropriétaire puisse faire appel à du gaz vert, c'est très simple en fait. Il suffit de se rapprocher du fournisseur d'énergie de son choix, le sien ou un autre. J'ai remis à toute j'ai remis le lien, c'est ça. Voilà, comparateur offre énergie info.fr. Tout à fait, qui va permettre de pouvoir comparer des prix d'énergie, voir la différence avec du gaz vert. Aujourd'hui, il y a un léger surcoût. Certains fournisseurs n'appliquent pas de surcoût. Et puis, j'ai également mis un site d'information vers choisirlegazvert.fr qui vous donnera beaucoup plus d'informations que ce que j'ai essayé de faire en très, très peu de temps. Ok, merci beaucoup, Eric.
Alors, Isabelle, oui, est-ce que je peux compléter juste rapidement une chose oui, bien pour sûr. dire que les entreprises du paysage sont partenaires avec les usines de biométhane. Ah, Ça veut dire d'accord. ça veut dire qu'on a beaucoup d'entreprises, dont les entreprises d'élagage, qui vont évacuer des déchets verts dans les usines de biométhane. Je vous donnerai l'exemple, il y a quelques années a été créée l'usine de biométhane à Thoiry. Et on a un certain nombre de partenaires qui vont tous les jours apporter du bois là-bas. Donc, voilà, il y a un circuit qui se fait et on peut très bien avoir des élagages qui ont été faits dans une copropriété qui vont dans une usine de biométhane et ça retourne dans la copropriété. Qui permettra d'alimenter en gaz, effectivement, la copropriété. Ça fait une belle Ah, histoire. ça, c'est un Voilà. circuit très vertueux, ça, hein. C'est pour ça que je tenais à le dire. Et merci pour cette belle histoire, puisqu'en plus, vous faites référence à Thoiry, qui est une méthanisation qui est liée aux eaux de Thoiry. Hein. C'est une belle référence, effectivement, où on utilise les déchets du zoo pour produire du biogaz. Et je suis ravi que les déchets verts puissent également alimenter ce méthaniseur. Bon, eh ben, c'est parfait. Alors, peut-être que Luc voudrait nous dire encore un petit mot sur, alors, les atouts de l'éco-copropriété, mais peut-être bon, peut-être avoir un peu de recul sur aussi les formations qui ont déjà eu lieu et de savoir un peu le ressenti de ceux qui ont participé. Donc là, on a quelqu'un qui a assisté, effectivement, on a Jean-Paul qui a assisté à une formation. Mais est-ce que vous avez les moyens, par exemple, de savoir si ces formations abouissent à des actions? C'est aussi ça qui est important. Est-ce que oui, les gens qui viennent de toute façon en formation, alors après la sensibilisation, l'information, c'est la formation. Lorsqu'on effectivement on vient à nos formations, généralement on vient à toutes nos formations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un projet derrière et il y a un besoin de comprendre où je mets les pieds. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, l'idée également de venir sur une formation qui est gratuite, mais qui est de qualité professionnelle. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est quand même de former beaucoup de professionnels. On a une compréhension des différents aspects, que ce soit juridique, administratif, technique des choses. On parle de déchets. Le déchet aujourd'hui, on va traiter les déchets sur le chantier. Et il y a des labels. Voilà. Donc, on explique ça aux copropriétaires. On leur explique qu'effectivement, il y a des entreprises, elles sont RGE, elles ont des processus, elles ont des obligations de gestion des déchets et on va expliquer ça aux copropriétaires. Voilà. C'est pour reprendre un petit D'accord. peu le sujet de la gestion Oui, des parce qu'en déchets. fait, bon, c'est ça qui est intéressant, c'est un écosystème. Donc, il y a ce qui se passe au sein même des copropriétés et il y a aussi toutes les actions, les intervenants, toutes les entreprises qui vont agir Exactement. et sur ce milieu occupé, avec bien sûr des contraintes, hein, et puis des règlements à respecter, des certifications aussi à honorer. Et, euh, Exactement. et, et c'est ça aussi qui est important, bon, qu'on contrôle en général, que le syndic aussi contrôle, parce que c'est associé aussi au financement de ces travaux. Et donc, c'est très important d'avoir les bonnes entreprises qui sont elles-mêmes formées et qui appliquent les normes en vigueur. Voilà. Si je peux me permettre, donc j'ai simplement une slide là, qui représente un petit peu les formations en présentiel ou en classe virtuelle et vous montrer un peu, voilà, à travers cette réflexion de je me lance dans les travaux, non, comment je finance, quelle certification je vais chercher, quels sont les professionnels que je dois présélectionner ou sélectionner. Voilà, il y a tout un dispositif à mettre en place Bah, de, et de toute, de toute réflexion. façon, nos participants auront ces présentations. D'accord, Voilà, si vous voulez bien, hein, qu'on bien les sûr. diffuse. Donc, ça sera intéressant aussi, comme ça, de pouvoir un peu approfondir, parce que bon, c'est vrai qu'on est obligé
de survoler beaucoup de choses ce soir, mais évidemment, le programme et les liens pour s'inscrire à ces formations seront transmises bien évidemment avec les supports. Je voulais juste encore poser une petite question à Laurent, parce que c'est vrai qu'on a parlé justement d'engrais naturels. Alors, en copropriété aussi, quand on est dans la végétalisation, on peut aussi utiliser de l'engrais naturel. On a aussi du compost, on a de la récupération de l'eau. Et c'est vrai qu'il m'avait suggéré aussi qu'on parle de la loi Labbé. Parce que justement, il y a eu aussi un encadrement par rapport aux produits qu'on pouvait utiliser pour des produits qui sont plus ou moins chimiques et qui sont plus ou moins nocifs. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un petit point là-dessus, Laurent? Bien sûr, parce que d'autant plus que c'est un sujet plus que d'actualité, puisque la loi Labbé, qui est une loi par rapport donc à l'application des produits phytosanitaires, ça fait une dizaine d'années qu'elle a commencé. Vous l'avez vu sur les espaces publics avec les villes qui communiquaient sur le zéro phyto. Il faut savoir que dans les espaces privés, à partir du 1er juillet, donc c'est demain de cette année, il y a une interdiction totale des traitements sur les espaces privés. Donc, ça veut dire qu'il y aura une interdiction totale dans les copropriétés de traitement. Alors, certaines entreprises du paysage avaient déjà choisi depuis quelques années de ne plus traiter, ce qui est mon cas personnel. Il y avait encore des entreprises qui avaient la possibilité de traiter, mais voilà. Et du coup, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que c'est une petite révolution, le mot est un peu fort, mais le jardin dans les copropriétés va changer. Ça veut dire que les choses qui pouvaient être faites à une époque ne pourront plus être faites. Je vous donne juste un exemple. Dans une copropriété, vous pouvez avoir une allée gravillonnée. C'est classique. Là où on pouvait mettre un produit, un désherbant, ça ne sera plus le cas. Donc, soit ce travail-là, il sera fait à la main et on revient avec ce que faisaient nos parents avec une binette, soit on aura la possibilité de végétaliser cette allée. Et c'est-à-dire que de montrer qu'on peut avoir parfaitement des petites plantes, des petites herbes, etc. sur cette allée, qu'on pourra continuer à marcher sur cette allée et que la vision de cette allée pourra être au moins aussi agréable. Et donc, ce qu'il va falloir faire dans nos copropriétés, c'est communiquer auprès des copropriétaires pour leur expliquer ce qui se passe, pour leur expliquer que le jardin, de toute façon, va changer. Très clairement. Alors, c'est donc pas pour autant... là, si on voit des petites herbes qui poussent, c'est pas forcément parce que le jardinier n'a pas bien fait son travail. Eh bien, si le jardinier doit avoir les compétences pour expliquer pourquoi il y a ces petites herbes et éventuellement à quoi ces petites herbes servent. Et dans une copropriété, là où on va amener les copropriétaires, on pourra avoir parfaitement toujours des zones qu'on va qualifier d'esthétiques, c'est-à-dire aux abords des bâtiments avec des zones qui sont qui sont traitées, avec des haies. Il faut bien que les gens rentrent chez eux, etc. Donc, il va bien falloir tailler ces haies. Mais il faut aussi réfléchir à ce qu'on ait aussi des zones naturelles et avec un développement de la biodiversité. Donc, en fait, de toute façon, les espaces verts ont déjà depuis un certain nombre d'années cette orientation d'aller sur de la biodiversité, mais la loi Labbé renforce ça de toute façon avec des contraintes. Mais je dirais que les entreprises du paysage doivent avoir, par leurs compétences et leur connaissance du vivant, ont les réponses à donner aux copropriétaires en leur expliquant. Je vous donne un dernier exemple. Les gazons, c'est un sujet dans les copropriétés où bien souvent les copropriétaires veulent avoir un beau gazon bien vert, bien tondu, sans mauvaises herbes. Aujourd'hui, les mauvaises herbes, il y en aura partout. On ne peut plus, il y a plus de traitement possible. Donc, soit on refait son gazon tous les ans, soit on s'habitue et on peut très bien vivre heureux et trouver que son jardin est beau avec un gazon qui a quelques mauvaises herbes.
Ben, ça peut être aussi des petites pâquerettes, hein, ça décore. Exactement. Mais les pâquerettes seront là et de plus en plus. Voilà. Mais ça, Bon. c'est quand même un gros changement dans les copropriétés avec cette période et cette obligation au 1er juillet de cette année. D'accord. Alors, Laurent, si vous êtes d'accord qu'on est là, nous aussi, pour sensibiliser à ces questions au sein de nos articles et auprès des copropriétaires qui sont nos lecteurs, on reviendra vers vous pour que vous nous en parliez un petit peu plus et qu'on fasse peut-être un sujet spécifique. Spécifique. Voilà, exactement là-dessus. Merci en tout cas de cette information qui est là pour le coup une vraie actualité. Bon, alors le temps passe. On ne sait pas qu'on s'ennuie, mais c'est vrai que bon, bah, 1 heure et demie, on y est déjà presque. On est presque au bout. Là, il nous reste peut-être 5 minutes. Et voilà. Et on va devoir peut-être clôturer cet atelier, certainement. Donc, j'ai l'habitude de faire un petit tour de table qui s'appelle le mot de la fin, en guise de conclusion de ce que les uns et les autres, vous n'avez peut-être pas eu le temps de dire, ou peut-être ça vous est venu en vous disant « Oh, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça et ça ». Parce j'avais préparé beaucoup de questions, mais on a essayé de les évoquer globalement, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu rentrer trop en profondeur pour chacun des sujets. Alors, je vous demanderai à chacun un petit mot, une conclusion, ce qui vous vient, ce que vous avez envie de dire dans les quelques minutes qui nous restent. Peut-être Luc, on va commencer par Luc. Allez. Oui, eh ben, écoutez, déjà merci de cette écoute. Donc simplement pour vous dire que le dispositif nous concernant, en tout cas les copro vertes, est en place. Les dates sont actuelles, hein, donc n'hésitez pas à aller sur le site, venez vous inscrire. C'est gratuit et ça vous permet d'être avec des professionnels. Donc là, les prochaines se feront avec François Pellegrin, donc un architecte qui est très connu au niveau des copropriétés et qui vous donnera effectivement son expérience de plus de 40 ans sur le sujet et qui vous donnera les bonnes astuces pour piloter votre projet. Alors ça, c'est vraiment une belle formation à venir parce qu'on connaît tous François Pellegrin et c'est une référence en la matière. Donc surtout, ne me manquez pas ça. Je pense que ça vaut le détour. Merci beaucoup, Luc. Merci Merci à pour vous. ces précisions. Et puis, on transmettra toutes les informations à ceux qui sont intéressés et qui veulent vraiment s'inscrire. Voilà, dites-le nous si ça vous... voilà. Et en tout cas, vous revenez vers nous et on vous donnera les coordonnées aussi de Luc Altman si vous avez besoin de précision. Alors, Eric, si tu veux bien, ton mot de la fin. Bien, merci à tout le monde pour votre participation. J'espère vous avoir convaincu que le gaz a encore de l'avenir en France, de par sa participation au mix énergétique, à l'utilisation de matériel performant. On a parlé des chaudières très haute performance énergétique, mais on a été très très vite. Et puis bien sûr au gaz vert qui se développe de plus en plus. Donc voilà. Eric, tu sais que tu es aussi tout à fait le bienvenu pour nous reparler des sujets que tu portes depuis très longtemps et Avec qui plaisir. intéressent tout particulièrement en ce moment nos lecteurs. Avec plaisir. Merci. Alors, le mot de la fin pour Laurent Bizot. À mon tour de vous remercier de votre invitation. Je suis effectivement aussi particulièrement sensible au sujet et intéressé, puisque je vous l'ai dit à titre personnel, la copropriété représente l'essentiel de ma clientèle. Je pense que vous avez tous compris qu'il fallait amener du verre dans les immeubles, que ce soit en haut sur les façades, les parkings, enfin on peut en amener partout, on peut même en amener dans les halls d'immeubles, il y en a, et il faut continuer aussi à revégétaliser ces halls d'immeubles. Et puis, permettez-moi juste un petit écart. On est comme beaucoup de filières, un métier qui embauche. On a encore un problème d'attractivité. Sachez que dans cette voie-là, on peut embaucher, pour vous donner un chiffre, jusqu'à 50 personnes par jour. Actuellement, il nous manque 50 personnes par jour. Donc, on est une filière où il n'y a jamais eu autant de métiers intéressants. Jamais, jamais. On en a parlé de tout ce que l'on pouvait faire
en haut, en bas, au sol, de la menuiserie, de la maçonnerie, de l'éclairage, etc., etc. Il y en a absolument pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, je dirais, à communiquer sur le fait qu'on est une filière qui embauche à tout niveau et on peut faire une très, très belle carrière dans cette filière du végétal. Voilà, et ben c'est voilà pareil, un message qui est lancé aussi et qui est envoyé. Donc faites diffuser ça, c'est-à-dire qu'il y a des filières qui embauchent, qui recrutent et ça m'étonne pas parce que on voit bien la tendance actuelle qui est plus d'espaces verts, plus de végétaux, plus de nature. Donc je pense que le besoin s'en fait ressortir et puis la demande aussi. Donc ça m'étonne pas du tout et j'en suis bien heureuse. Ouais, vraiment. Voilà, pourvu que ça dure. Voilà, c'est pour moi, je vous dis pour ceux qui ne me verront plus comme ça en live, je vous souhaite tout plein de choses. Mais en tout cas, sachez que toute l'équipe de mon immeuble est toujours disponible, que ce soit par téléphone, par email. Et voilà. Et si vous voulez prendre des rendez-vous avec nous, c'est possible aussi. On a un agenda en ligne qui est ouvert, donc n'hésitez pas. Voilà. Et puis en tout cas pour nos intervenants de ce soir, je reviendrai vers vous prochainement pour continuer cet échange. Voilà, qui était vraiment passionnant, intéressant. Bon, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très vite dans les pages de monimmeuble.com. À bientôt. Merci, tout le monde. Au revoir. Bye bye.